Une question à propos de Samuel Paty. Est-ce que vous estimez, vous, Nicole Belloubet, que l'État a une part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty, de ne pas l'avoir protégé ? Alors, si vous voulez, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Les mots de la sœur de Samuel Paty, qui était à ce même micro la semaine dernière. En termes de collecte d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de faille. Ce n'est pas au niveau de la collecte le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments. Le fait de rassembler les informations, avoir conscience effectivement qu'il peut se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima une protection de mon frère. Il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. De quoi est mort votre frère? Comment vous qualifieriez les choses? D'un abandon. D'un abandon. Qu'est-ce que vous répondez, Nicole Belloubet? Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes... c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave. Des mots qui ne passent pas. الله أكبر. الله أكبر. Traiter l'actualité comme elle arrive au jour le jour n'est pas une très bonne chose, mais je le fais exceptionnellement parce que je viens d'enregistrer une interview que je joins d'ailleurs à cette vidéo de Nicole Belloubet, récente ministre de l'Éducation nationale en France qui a remplacé Gabriel Attal. Elle répond à Apolline de Malherbe sur je crois que c'est sur BFM TV, je me rappelle plus. Et elle ment, alors là pour le coup elle ment d'une manière extrêmement factuelle, donc c'est intéressant de voir en général les mensonges d'État, les mensonges proférés par les ministres toute la journée sur toutes les chaînes, restent en général des mensonges beaucoup plus dilués, beaucoup plus, on fait dans le flou, on fait dans le mensonge par émission. Là elle ment, donc je pense pas qu'elle va mentir toute seule, hein. Elle a préparé l'interview, elle a reçu l'ordre de mentir, même si elle avait fait des bourdes quand elle était ministre de la Justice. Donc je vais reprendre tout ça et expliquer tout en détail, parce que c'est pas très compliqué à comprendre, donc je peux faire une vidéo de moins de 20 minutes là-dessus. Nicole Belloubet, quand elle était ministre de la Justice et que Mila était condamnée à mort par l'islam, elle est montée donner des interviews en disant que Mila était fautive. Elle a été virée le lendemain parce que, alors là pour le coup, elle avait... je veux dire, ce qu'elle avait dit, c'était limite, elle justifiait l'assassinat de Charlie, l'assassinat de Théo Van Gogh, la condamnation à mort de Salman Rushdie, et à cette époque-là, Samuel Paty était vivant, elle justifiait par avance le futur assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, ses patrons, donc en l'occurrence Macron, hein, je pense, l'ont viré. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'elle revienne ministre de l'Éducation nationale. Alors ça, c'est de la politique politicienne, c'est de la cuisine macronienne. Je ne vais pas le commenter, on a l'habitude. Il met quelques mois Gabriel Attal qui interdit la baya, et puis, pof, en même temps, il fait un demi-tour, 180 degrés. Il met une personne apaisant l'islamo-gauchisme principalement porté par LFI actuellement, ministre de l'Éducation nationale.
Bon, ça c'est Macron, donc je commande pas, c'est pas très intéressant. Par contre, je pense qu'elle est encadrée, puisque de par la gaffe qu'elle avait fait en soutenant involontairement, implicitement les tueurs de Charlie, de Samuel Paty, de Salman Rushdie, etc., c'est quand même une faute absolument majeure. Maintenant, pourquoi là, elle ment de manière cash? Pour une raison très simple, c'est que l'État est au courant que l'islam interdit le blasphème et exécute sans demander l'avis des pays où ça se passe. Il exécute les gens qui blasphèment quand il arrive à les attraper. Ce qui fait que, et ça c'est valable plus ou moins dans le monde entier, à epsilon près, le blasphème de l'islam, il est interdit sous peine de mort. Donc la peine de mort s'applique partout. Il y a des gens qui disent qu'elle a été abolie. Peut-être qu'elle est abolie textuellement, mais nous ne sommes pas dirigés que par nos gouvernements officiels. Nous sommes aussi dirigés par l'islam, dans la mesure où l'islam agit pour empêcher par la force les gens, en particulier, de faire des films, de faire des livres, de donner des interviews, de faire des déclarations, de faire des dessins qui blasphémeraient l'islam. Tout le monde est au courant, donc c'est pas un problème, c'est pas sujet à interprétation, c'est pas quelque chose de compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes. Sur les... Mince, je suis en train de... J'ai soif. Sur les 70 millions de députés de français, enfin sur les... Allez, on va dire 30 millions de par an, il ne doit même pas exister une personne sur 10 000 complètement folle qui, voyant son fils partir à l'école avec un t-shirt sur lequel serait dessinée une étoile aînée, ne le rattraperait pas en catastrophe pour lui retirer son t-shirt, lui hurler dessus, paniquer. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est condamné à mort, que l'islam t'exécutera et que, bon, si tu as la chance de ne pas te faire prendre, tu peux t'en sortir. Mais personne ne se hasarde à blasphémer l'islam, en dehors effectivement d'un petit groupe, le groupe des apostats de l'islam et des gens qui sont attachés à la liberté d'expression, qui essayent tant bien que mal et de manière amateur et bénévole de faire vivre la critique de l'islam, mais nous sommes anonymes. Quand l'un d'entre nous est retrouvé, il est assassiné, il est exécuté par l'islam. Ça vient justement d'arriver à un blasphémateur qui avait blasphémé l'islam en Suède et qui vient aujourd'hui, 2 avril 2024, d'être exécuté par l'islam en Suède. Donc, je veux dire, il n'y a pas moyen de passer à côté de ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est l'assassinat de Samuel Paty qui a informé les gouvernements occidentaux de cette règle qu'on n'a pas choisie et que je n'accuse absolument pas l'Occident et les gouvernements occidentaux de trouver ça bien. Ils sont attachés à la liberté d'expression. Bon, même si après on peut discuter des différents corruptions et tout, tricheries pour faire taire les gens qui sont dans l'opposition, c'est banal et c'est partout pareil. Mais je veux dire, ils sont attachés, ils n'aiment pas qu'on soit exécuté parce qu'on émet une critique de l'islam. Ils ne sont pas d'accord. Simplement, ils ne connaissent pas la solution pour empêcher ça. Et il n'est pas vrai de dire qu'ils ont ouvert les yeux au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Il faut rappeler que l'assassinat de Samuel Paty, c'est parce qu'il avait montré dans le cas, d'abord parce que les programmes demandaient de le faire, et les autres profs le faisaient pas parce qu'ils savaient qu'il serait exécuté. Samuel Paty faisait partie des 5 à 10% de profs d'histoire géo qui continuaient d'obéir au programme et de le faire. Tout ça, c'est le fameux pas de vague de l'éducation nationale. Je passe les détails. Il a montré les dessins de Charlie. Et les dessins de Charlie, personne aujourd'hui peut ignorer, dire qu'il n'en a jamais entendu. Il y en a qui n'en ont pas beaucoup entendu parler parce que vous avez toujours des gens qui vivent au milieu des forêts ou dans des campagnes très reculées et qui ne s'occupent pas de l'actualité, mais sont très rares. Personne n'ignore que que toute la rédaction de Charlie a été exécutée à la suite de ces dessins qui critiquaient l'islam. Donc, et ça s'est passé en janvier 2015, il y a une manifestation avec des chefs d'État qui avaient pris l'avion exprès pour venir s'outrager officiellement devant les caméras, et pas seulement des chefs d'État laïcs et normaux, mais il y avait aussi, je crois, des représentants de pays dits, entre guillemets, plus ou moins musulmans.
si ce que disait Nicole Belloubet était vrai, mais si on sait rien et qu'on fait juste des déductions à partir de ce qu'elle dit, ce serait grave. Ça voudrait dire que les gouvernements occidentaux ne sont pas au courant alors qu'il y a eu Charlie. Mais avant Charlie, il y a eu Theo Van Gogh un an avant. En Europe, pas un an, 10 ans avant. En Europe. Parce qu'elle parle de Mohamed Merah, mais Mohamed Merah, il n'a pas exécuté des gens qui avaient blasphémé. C'est très différent, c'est du terrorisme pur. Imprévisible. Ils vous disent pas, à part de vous dire de vous soumettre à l'islam, si vous voulez, mais ce qui est un message vague, le terrorisme islamique tel que pratiqué par Daesh, Mohamed Merah, les talibans, l'Iran, etc., enfin tous les pays qui défendent l'islam de manière activiste, on ne sait pas quoi faire pour qu'ils ne fassent pas d'attentats. C'est très différent. Le Bataclan, Nice, le père Hamel, enfin il y a du terrorisme qui ne fait pas de chantage, si vous voulez. C'est-à-dire on vous tue mais on vous dit pas avant qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que vous ne soyez pas tués. Donc c'est une catégorie de à part vous soumettre à la charia, vous laissez pousser la barbe, violer des fillettes comme l'islam le commande, etc. quoi. Mais je veux dire, ça c'est un ensemble tellement gigantesque de choses à faire que ça compte pas. Par contre, l'assassinat de Salman Rushdie, il est en vie, mais il y a une centaine de personnes qui sont mortes dans le sillage de sa protection, parce que pour arriver à le protéger, il était protégé comme un chef d'État pendant des décennies. Il y a 3 millions de dollars offerts à qui l'exécutera. Enfin, c'est une folie furieuse. Par contre, les traducteurs, les libraires, les diffuseurs, les ceci, les cela, ils ont été exécutés. Hein. Le livre de Salman Rushdie, Salman Rushdie est resté en vie. Il a été estropié gravement à l'été 2022, mais il est resté en vie. Mais tous les autres ont été exécutés. Et parfois torturés, brûlés vifs, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pas du tout la même catégorie que Nice et le Bataclan, parce que là, on savait quoi faire pour pas être tué. On se contentait de ne pas dire que l'islam est faux, de ne pas critiquer l'islam. Donc, Salman Rushdie, Charlie, Samuel Paty, Theo Van Gogh, Mila et tout un tas d'autres gens ont été exécutés ou ont été placés sous protection importante, parce que s'ils ne l'avaient pas été, ils auraient été exécutés. Ils auraient été exécutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis en cause l'islam. Mais c'est une remise en cause cache. Le Coran est faux, l'islam, ils ont dit la vérité d'ailleurs, hein, l'islam est une religion de guerre et qui a le culte de la mort et de la guerre, c'est officiel, c'est le Coran qui l'annonce et qui l'ordonne. Donc ça, ils ont été exécutés, même pas parce qu'ils avaient dit quelque chose de faux, mais parce qu'ils avaient dit que c'était faux, que ça vient de Dieu. C'est-à-dire quand ils émettent ces critiques et quand ils citent le Coran pour le dénoncer, bien évidemment ils le dénoncent parce que ce qu'ils veulent faire comprendre, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est des inventions, et c'est des inventions mortifères. Et pour ne pas être exécuté, vous ne blasphémez pas et c'est réglé. Vous faites partie de la masse qui ne blasphème pas, qui s'écrase, qui lèche les babouches des gens supposément défenseurs de l'islam ou à qui l'islam est sympathique, etc. J'aime pas dire musulmans, parce que ça veut rien dire du tout. Il y a une quantité de musulmans qui ne le sont pas et qui ne peuvent pas le dire parce qu'eux-mêmes seraient exécutés. Donc l'État n'est pas passé, et les gouvernements et les services de renseignement internationaux et tous les gouvernements occidentaux ne sont pas passés à côté de l'exécution de Charlie, pas plus qu'ils sont passés à côté de l'exécution de Theo Van Gogh, pas plus qu'ils sont passés à côté de la commandite d'assassinat de Salman Rushdie. Et je rappelle que beaucoup de collaborateurs lâches, dont Jacques Chirac, ont même justifié la condamnation de Salman Rushdie. Alors, pas totalement, ils n'ont pas dit qu'il fallait qu'il soit tué, mais ils ont dit qu'ils s'en désolidarisaient, parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes avec l'islam. Post Samuel Paty, vous avez le Danemark qui vient d'interdire le blasphème du Coran et qui le dit franchement dans la loi. Ce n'est pas une loi qui est justifiée pour des raisons éthiques, c'est justifié parce qu'on a peur d'avoir trop de terrorisme sur notre territoire. Elle est donc classée, cette loi, dans le code pénal du Danemark, mais dans le code de sécurité intérieure. C'est-à-dire, c'est comme les lois sur l'espionnage, quoi. Voilà. Et
Maintenant, information que là par contre qui est un peu moins connue, un peu moins célèbre, c'est que depuis 2004, l'Éducation nationale a des services spéciaux pour réagir vite quand quelqu'un blasphème l'islam. Donc c'est toujours la même stratégie. Le prof est retiré, on le fait passer pour un malade ou on le fait passer pour un fautif, on lui fabrique un dossier pour qu'il ferme sa gueule. Parce qu'en fait, c'est pas de la méchanceté, c'est que quand il retire un prof des cours ou un agent de la fonction publique dans une autre administration, parce que ça doit pas, bon évidemment il y a que l'Éducation nationale où on parle devant du public, mais la personne, ils savent pas si elle va accepter sa position qui lui apparaît comme une position de personne punie. Donc ils vont généralement lui fabriquer un faux dossier, bref, ils vont falsifier son dossier administratif, tout ça. Comme ça, la personne, elle va rien pouvoir dire, ils vont la mettre en arrêt maladie, ils vont la payer, enfin bref, elle est placée, elle est mise à l'écart, on l'entend plus, on sait pas où elle est, souvent, la plupart du temps, elle est mutée. Alors, soit elle est mutée, mais elle reste enseignante, mais soit il change son nom, soit il change pas, tout dépend, après c'est de la logistique, mais l'État, l'Éducation nationale là-dessus, on peut pas lui reprocher, elle a des services qui sont rapides et qui vous dégagent un blasphémateur de l'islam en moins de 3-4 jours. Quand il y a 2 semaines, ça arrive, c'est presque lent. Et plusieurs centaines de personnes sont concernées en France. Vous avez des profs qui font des recours, parce qu'en plus ils font mal les choses. Ils les payent mal, ils veulent pas faire une loi spéciale pour les placer sous protection, donc ils sont obligés de faire du colmatage de lois existantes, de simuler des arrêts maladie, de les mettre bout à bout, enfin c'est très compliqué. Ensuite, ces lois existantes, elles prévoient pas de payer les gens à vie, donc souvent vous avez des suicides, le prof se suicide. Alors pour eux, ils s'en foutent, ils se disent bon, du moment qu'il n'a pas été égorgé publiquement par l'islam, s'il s'est suicidé dans son coin, c'est pas grave. D'autres se retrouvent vraiment dans des situations vraiment précaires, parce que c'est des gens qui ont travaillé, qui ont passé des concours, qui sont investis dans leur travail, et puis qui se retrouvent au placard, de moins en moins payés, et ils n'ont plus de vie. Et c'est alors c'est pas bien fait, mais c'est très automatique. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin de passer par le ministre. Il y a des petites notes avec le ministère de l'Intérieur, mais on va dire en gros c'est un ronron, ça ronronne de manière assez comme la routine. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million de profs en France, 500 000 à 600 000 qui enseignent des matières qui sont susceptibles plus facilement de conduire à une erreur, et parmi les profs, vous pouvez très bien voir celui qui en histoire géo fait le chapitre sur la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est pas que une question de droit, c'est aussi très important, c'est une question d'évolution, de rendre les gens civilisés et équilibrés. La liberté d'expression, c'est tout simplement, ça vous permet d'avoir que les idées puissent être critiquées, et de manière qu'il y ait une sélection naturelle dans les idées qui leur permettent de faire leurs preuves. Alors avec la communication, ça peut être chiant, mais c'est un autre. Mais si vous voulez, la liberté d'expression, c'est un gros sujet scolaire. Donc vous avez tout un tas de profs qui sont susceptibles de faire des gaffes à différentes dates, qui peuvent faire des remarques, ne serait-ce qu'un prof qui dit à une personne de retirer son voile. La loi interdit le voile à l'école, mais vous avez des tonnes et des tonnes de personnes qui s'imposent avec leur voile. Alors en général, tout le monde s'écrase parce qu'ils savent que sinon ils seront égorgés. De temps en temps, il y a une personne qui proteste. Comme c'est pas non plus très fréquent, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle même pas du tout dans les médias. Et quand il y a quelqu'un qui proteste, en général, le frère de la fille dit on va t'égorger, le mec s'en va et ça fait du bruit dans les médias. Mais globalement, vous avez une centaine. On est sur l'ordre de grandeur de quelques centaines d'agents de la fonction publique, principalement dans l'éducation nationale, qui sont comme ça retirés de manière automatique, qui sont retirés de leurs fonctions, retirés géographiquement de l'endroit où ils travaillaient, placés sous protection, et après, le processus suit son cours. On estime que les probabilités qu'ils soient décapités et égorgés par l'islam sont suffisamment basse. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Paty? C'est un bug dans ce processus. C'est-à-dire, il était prévu de le retirer et de le placer sous protection, mais ils ont merdé. Pourquoi? Parce que
autour de lui, les collègues voulaient failloter avec l'islam et donc ils l'ont... et puis... bon, ça c'est un système spécial dans les lycées-collèges qui existe dans toutes les entreprises. Vous en avez toujours qui viennent se nourrir sur la bête. Donc vous avez toujours des gens qui sont tous les 3 jours dans le bureau du chef, à essayer de se faire bien voir, organiser des voyages scolaires, enfin tout le tralala du faillotage. Et quand Samuel Paty s'est retrouvé dans la situation où elle était au début, les collègues ont failloté, se sont échangés des mails, se sont retrouvés à discuter avec le prof. Ah ouais, moi aussi je trouve que c'est inadmissible ce qu'il a fait, nanani, nanana, l'islam mérite le respect, blablabla. Et donc ça allait trop vite finalement, le commanditaire Mohamed Sefraoui, je crois, enfin je sais pas si c'est Mohamed son prénom, le gars qui a commandité l'assassinat de Samuel Paty a eu le temps avec les réseaux sociaux de trouver un exécutant tchétchène, Anzorov, et qui a décapité Samuel Paty très vite. Théoriquement, ce qui se serait passé si ça se passe comme d'habitude avec les autres profs, la petite centaine de profs, c'est que le décapiteur n'aurait pas trouvé Samuel Paty là où il le cherchait, parce qu'il aurait été exfiltré et placé sous protection. Voilà. Donc dire que y a des choses qui auraient pu être mieux faites, certes, mais le mensonge présent dans le discours de Nicole Belloubet lors de cette interview est un mensonge cash, parce qu'elle laisse entendre qu'on découvre tout ça, alors que pas du tout. Ça fait depuis 2004 que les syndicats s'arrachent les cheveux, eux-mêmes les syndicats sont menacés, donc ils peuvent rien faire, mais qui s'arrachent les cheveux avec les situations juridiques des personnes qui ont volontairement ou involontairement blasphémé, puis qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien comprendre, mis à l'écart, parce qu'il y en a qui se disent je pensais pas que je m'étais mis en danger comme ça. Il y en a qui mettent du temps à... Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle laisse entendre que c'est le début, qu'on est au début depuis Samuel Paty de ça. Donc en fait, elle essaye d'excuser un peu aussi ce qu'elle a raconté au moment de l'affaire Mila, ce qui là aussi était du mensonge. Elle aurait dû le savoir, mais là, elle n'était pas ministre de l'Éducation nationale, donc c'est différent. Et voilà, c'est un mensonge parce que c'est un problème que les gouvernements occidentaux connaissent parfaitement bien et refusent de gérer. Enfin, ils pensent qu'en cédant à l'islam, en amadouant l'islam, on va s'en sortir et on va changer, que peut-être un jour par l'opération, par un miracle, on pourra à nouveau émettre des critiques, on pourra un jour émettre, parce qu'à nouveau ça c'est jamais arrivé, émettre des critiques de l'islam sans mériter la peine de mort, mais il se fourre le doigt dans l'œil.